Tu es plongé dans l'ambiance du film dès le générique, très esthétique, signé Wayne Fitzgerald, qui a conçu celui de Total Recall également, précédent film de Paul Verhoeven, réalisateur de Basic Instinct. La musique des deux films est l'œuvre de Jerry Goldsmith, grand compositeur très prolifique, qui a signé la bande originale de La planète des singes, Alien et Rambo. Le magistral thème musical du générique de Basic Instinct, élégant, sensuel, mystérieux, envoûtant, inquiétant, a été enfanté dans la douleur. Durant plus d'un mois, Verhoeven a rejeté toutes les propositions de Goldsmith qui, habitué à composer rapidement, en devenait dingue. Ensuite, il écrira d'un seul trait le reste de la partition qui rappelle, par moments, le style de Bernard Herrmann, compositeur majeur d'Alfred Hitchcock, en particulier pour Sueur froide et Psychose Hitchcock, qui est d'ailleurs une des grandes influences du réalisateur Verhoeven, qui n'a suivi aucune école de cinéma. Il a appris son métier en regardant des films, en particulier Sueur froide, visionné plus de 30 fois, qui se passe d'ailleurs à San Francisco comme Basic Instinct. Avant chaque tournage, Verhoeven étudie les films de ses confrères au même titre qu'il se documente avec des livres ou des peintures. Il s'en inspire et s'en nourrit pour élaborer sa mise en scène. Sur le générique de Basic Instinct, on voit des formes géométriques, des triangles, comme un kaléidoscope. En fait, ce sont des fragments de miroir, même fragments que le directeur de la photographie, Jan de Bont, utilisera dans de nombreuses scènes de Basic Instinct pour créer des reflets. Jan de Bont a collaboré avec Verhoeven au tout début de sa carrière en Hollande et travaille très étroitement avec lui, notamment en visionnant d'autres films pour préparer le leur. Basic Instinct lui doit beaucoup. Sur ces fragments, dans le générique, les reflets au ton chaud que tu discernes ne sont autres que les corps nus de Michael Douglas et Sharon Stone. Alors, inutile de plisser les yeux pour les reconnaître, hein. Il faut croire sur parole Paul Verhoeven et faire jouer ton imagination ou te laisser entraîner par la magie du montage et de la musique qui te font glisser tout de suite dans la première scène avec laquelle Verhoeven frappe fort, très fort. Ensuite, comme avec le premier meurtre dans Psychose d'Hitchcock, justement, mais qui lui intervient plus tard dans le film, tu restes sous le choc de cette scène et sa violence imprégnera celles qui suivront, en particulier une très marquante, comme tu découvriras tout à l'heure. Mais avant ça, un flashback s'impose. À l'origine de Basic Instinct, il y a le scénario de Joe Serras qui se définit lui-même comme un bad boy, avec son look assumé au choix, de Viking ou de Hells Angel. À l'époque, alcoolique et colérique, il aime se pointer aux réunions de production avec un couteau de chasse qui plante carrément au milieu de la table. Quand certains osent lui demander de changer une ligne de ses œuvres, sa réplique favorite est « va te faire foutre ». Pour Basic Instinct, quand le réalisateur lui demande des changements au cours d'une réunion, Serras le menace de lui foutre la table sur la gueule. C'est un argument qui se tient, et Verhoeven renoncera à toute modification, sauf une, extrêmement importante, j'en parlerai. Serras est l'auteur d'un bon Stallone, Fist, que la star écrit dans son dos. Et même si c'est le premier scénario d'un Serras inexpérimenté, il le prend très mal et défie par voie de presse Stallone à combattre avec lui à main nue sur un ring en le traitant de chochotte. Les deux hommes n'en feront rien, Stallone, grand seigneur, invitera même Serras à déjeuner pour s'excuser après la sortie de Fist, et ils se réconcilieront devant un burger frites en débattant sur l'échec du film. Le scénariste signe ensuite un méga hit, Flashdance, un thriller à succès à double tranchant, une paire d'excellents films de notre Costa Gavras national dans sa période américaine, La main droite du diable et Music Box. Ces trois derniers films ont en commun avec Basic Instinct une relation passionnée et conflictuelle entre deux personnages dont un est extrêmement trouble. Pour créer les deux personnages principaux de Basic Instinct, Serras a puisé dans sa propre expérience. Quand il était journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, il a connu un flic à la gâchette facile qui deviendra dans son scénario Nick Curran, auteur d'une double bavure ayant coûté la vie à deux touristes. Pour Catherine Tramell, suspectée d'avoir tué son amant dans le lit où ils viennent de faire l'amour, Serras utilise un souvenir personnel. Dans sa jeunesse, il a rencontré une fille dans un bar où elle est danseuse et l'a emmenée à l'hôtel. Après l'acte, elle a sorti un calibre 22 et le lui a collé sous le nez en disant « Donne-moi une bonne raison pour que j'appuie pas sur la détente ». En bon écrivain, il a su trouver les mots et survivre. Avec ces deux esquisses de personnages en tête, il rédige, en 13 jours,
ça les songeurs, son script intitulé Love Hurts, l'amour ça fait mal, et le met dans une enveloppe pour l'adresser à son agent. Au dernier moment, il se ravise, ouvre l'enveloppe et intitule son scénario Basic Instinct. Love Hurts sera le titre d'un des thrillers écrits par Catherine Tramell. Le script est mis aux enchères. Tous les grands studios sauf la Fox sont sur les rangs et il part pour la modique somme de 3 millions de dollars. Ça laisse songeur également. D'autant qu'en réalité, c'est 4 millions, 1 million revenant au producteur Evie Winkler qui, finalement, ne produira pas le film. C'est une jeune boîte de production indépendante, chère au cœur des amateurs de films d'action, qui a raflé la mise, fondée par Andrew Vajna et Mario Kassar, Carolco. La musique du logo, signée Jerry Goldsmith, et celle de Rambo qui figure dans leur catalogue. Carolco a aussi à son actif Rambo 2, Terminator 2 et vient de produire Total Recall déjà évoqué. Le scénariste a peut-être également été inspiré par un film de 1983, Le Retour de l'inspecteur Harry, avec Clint Eastwood, où l'on voit au début à San Francisco, Basic Instinct, une blonde dans une situation intime avec un homme qu'elle tue. L'inspecteur Harry, qui n'hésite jamais à se servir de son gros calibre, s'éprend ensuite de la suspecte de ce meurtre très violent sur lequel il enquête. Situation de base identique au scénario d'Esteras, qui sera suivi à la lettre lors de sa réalisation. C'est dire à quel point il est excellent. Ce script en or est donc proposé à une star, Michael Douglas. Devenu très populaire sur le petit écran grâce à son rôle de jeune policier dans la série Les rues de San Francisco, où se passe d'ailleurs l'action de Basic Instinct, on l'a dit, Michael Douglas a réussi à se faire un prénom. En effet, j'ignore pas qu'il est le fils de l'immense Kirk Douglas, Spartacus himself. Pas facile d'exister en tant qu'acteur quand ton père est une des plus grandes stars hollywoodiennes. Dans un premier temps, Michael connaît le succès en produisant un film que son père n'a pas réussi à porter sur grand écran, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman avec Jack Nicholson. Ce long métrage remporte les 5 Oscars majeurs en 1976, dont un qui lui revient personnellement en qualité de producteur. La reconnaissance en tant qu'acteur sera plus tardive, avec dans un premier temps l'énorme succès public en 1984 de La poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis, puis dans une moindre mesure de sa suite de Diamant du Nil. Michael Douglas y joue les séducteurs inoffensifs, mais à la quarantaine, il sent qu'il est temps de passer à autre chose. Il choisit donc de s'orienter vers des personnages plus complexes, troubles, ambigus ou carrément malhonnêtes. Il va trouver son bonheur et la consécration avec ce type d'emploi dans Liaison fatale d'Adrian Lyne, succès phénoménal qui conforte Douglas dans l'orientation de sa carrière. Puis, avec Wall Street d'Oliver Stone et Black Rain de Ridley Scott, où il interprète déjà un flic borderline peu soucieux des procédures. Mais depuis 3 ans et La guerre des roses de David Vito, une comédie noire réussie, il peine à trouver ce type de rôle. Il voudrait faire un film provocateur, subversif, brut, car, je le cite, à l'époque, le monde devenait conservateur, les films devenaient conservateurs. Je voulais jeter un pavé dans la mare. Avec le script de Basic Instinct, il a le matériau idéal entre les mains. Encore faut-il un réalisateur à la hauteur. Quand le scénario de Basic Instinct est proposé à Paul Verhoeven, il jubile et se frotte les mains. Le sexe et la violence, ça ne lui fait pas peur, au contraire. Lui qui a déclaré « Le sexe est l'essence de la vie » ou encore « La perversion est naturelle », ne pouvait être que séduit par un tel projet à l'amoralité assumée avec une star masculine qui n'a pas l'intention de l'édulcorer. Une aubaine pour ce provocateur né qui n'a que faire du politiquement correct et de la bien-pensance. Son cinéma, passionnant, va toujours trop loin. Il te fait sortir de ta zone de confort avec son style très complet, visuel mais avec du fond, intimiste et spectaculaire, esthétique et trash. À l'aise avec les scènes d'action et celles dialoguées, excellent directeur d'acteurs et réalisateur très technique, Verhoeven sait aussi manier l'ironie et pourrait rendre intéressante une virée à l'hypermarché du coin pour faire tes courses hebdomadaires. Né aux Pays-Bas en 1938, il commence sa carrière dans son pays d'origine et se fait connaître en 1969 avec une série télévisée historique pour enfants, Floris, sa première et dernière œuvre, tout public. Le reste est un catalogue de scènes chocs, crues et violentes à ne pas mettre sous tous les yeux. Il obtient un succès international avec son deuxième film, Turkish Delice, sorte de love story version érotico-trash où, entre autres joyeusetés, on voit le héros incarné par Rutger Hauer, futur androïde de Blade Runner, se coincer le pénis dans la braguette, rien que d'y penser. Spetters, film radical et énorme scandale dans son pays, massacré par la critique, ça deviendra l'habitude pour Verhoeven, sonne le glas de sa carrière dans une Hollande devenue trop pétriquée pour son ambition et après un dernier film, Le quatrième homme, aux fausses prétentions autoristes,
Fait pour se moquer des critiques qui aiment ce genre de long métrage et qui, comme prévu, l'adorent, il commence sa période américaine avec une coproduction internationale, une épopée médiévale furieuse, La chair et le sang. Un titre qui résume bien sa carrière. Suivront les deux énormes succès de SF, Robocop et Total Recall. Avec Basic Instinct, Verhoeven a entre les mains un scénario qui fait la part belle aux personnages féminins, et cela ne peut que le séduire. Comme Ingmar Bergman, il dit aimer les femmes plus que les hommes, et ça se voit dans ses films, où elles occupent une place importante, prépondérante, avec parfois le premier rôle, le plus souvent complexe, comme celui de Catherine Tramell. Dans Basic Instinct, cette femme très intelligente, libre sexuellement, qui use de sa personnalité et sa sexualité pour exercer un pouvoir sur les hommes. Dans ce personnage, Verhoeven visualise aussitôt Sharon Stone, une actrice de 32 ans dont la carrière peine à décoller malgré un rôle court mais marquant dans Total Recall où il l'a dirigée face à Schwarzenegger, qu'elle parvient même à dominer et éclipser dans leur scène en commun. Elle pourrait donc tenir tête sans problème à Michael Douglas. Le réalisateur a également vu en Sharon Stone quelque chose de plus qui ne demande qu'à s'exprimer et que peu possède l'étoffe d'une vraie star, glamour et moderne. Peut-être même a-t-il déjà en tête cette scène, la seule qui ne figure pas dans le scénario, qui sera respectée à la lettre, je l'ai dit, à cette exception près. Et quelle exception! Cette scène qui fera de Sharon Stone une star à part dans l'histoire du 7e art. I think she's the fuck of the century. Le coup du siècle, c'est Catherine Tramell. Après avoir couché avec elle, le flic Nick Horan l'a défini en ces termes à Roxy, la petite amie de Catherine, qui visiblement a assisté à leurs ébats. Mais avant cela, il fallait que Sharon Stone devienne Catherine Tramell. Paul Verhoeven a déclaré « La transformation féminine, telle qu'Hitchcock l'a conçue, m'a toujours fasciné ». Et c'est vrai que le maître du suspense a d'ailleurs poussé assez loin ce concept dans Sueur froide. Dans Basic Instinct, il y a d'ailleurs quelques citations visuelles de Sueur froide, la principale étant le look de Sharon Stone, quasi identique à celui de Kim Novak avec cette coiffure et ce manteau blanc. Quand elle part pour l'interrogatoire au commissariat, j'y reviendrai forcément. Dès sa première apparition dans le film, Sharon Stone éblouit, au propre comme au figuré. Jan de Bont, le directeur de la photo, a placé des miroirs derrière elle pour créer cet effet et la mettre en valeur. Ça n'empêche pas Sharon Stone de croire le contraire. Elle est en plein doute quand elle commence à tourner cette scène. Embêtant quand on doit incarner une femme comme Catherine Tramell, extrêmement sûre d'elle et dominatrice. Et le personnage échappe à l'actrice, elle n'y arrive plus. Il faut dire que sur le tournage de cette scène au bord de l'océan, Verhoeven et de Bont se concentrent sur les deux acteurs, George Junza et Michael Douglas, et pas sur elle. Il y a une raison simple à cela. La lumière qui décline et qu'il leur faut saisir. Mais Sharon l'ignore. Elle pense qu'elle est sciemment négligée car elle va être remplacée par une autre et que ses heures sur le tournage sont comptées. Elle sait qu'à part le réalisateur, personne ne voulait d'elle. Ses essais étaient pourtant phénoménaux. Et à ce moment-là, elle tenait parfaitement le personnage de Catherine Tramell. Mais, malgré ça, la production et Michael Douglas voulaient une star féminine en haut de l'affiche, où Stone ne figurera d'ailleurs pas à la sortie du film. Les auditions de tout ce qu'Hollywood compte comme actrice confirmée se poursuivent donc durant des mois. Toutes déclinent. Il faut dire que Verhoeven n'y va pas de main morte comme à ses habitudes, au grand désespoir de Michael Douglas qui tente de le freiner, sans succès, quand il effraie les actrices en insistant bien sur les scènes de sexe et leur répète inlassablement avec son accent hollandais, martial, « Et il y aura de la nudité! De la nudité !» Si c'est une tactique pour faire fuir les actrices et obtenir Sharon Stone, c'est réussi. Oui, mais voilà. Sur le tournage, ça ne marche plus pour Sharon Stone. Elle ne parvient pas à se transformer en Catherine Tramell. Une énorme pression pèse sur ses épaules. Elle sait qu'elle joue sa carrière sur ce coup et elle se voit déjà rejoindre la cohorte des actrices de Hollywood prometteuses, mais oubliées. Tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas bonne dans cette scène. Elle, la première. Verhoeven vient lui parler, la rassurer. Elle écoute. La journée est finie. Elle rentre chez elle. Le lendemain, comme par magie, ce n'est plus Sharon Stone devant la caméra, mais Catherine Tramell. About a year and a half. I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. I like men like that. Cette scène est une des plus célèbres de l'histoire du cinéma, certainement la plus commentée encore aujourd'hui. Elle ne figure pas dans le scénario. On la doit à Paul Verhoeven. Joe Esteras, le scénariste, dira qu'elle est la meilleure du film. Beau joueur, Joe. Bon,
comme il touche à un pourcentage sur les recettes du film et que la scène en question sera pour beaucoup dans son succès phénoménal, il peut se permettre de louer les mérites du réalisateur. Cette scène, c'est celle de l'interrogatoire de Catherine Tramell au commissariat. Nick et Gus sont venus la chercher à son domicile. Nick en a profité pour admirer dans un miroir la nudité de la suspecte qui se change et enfile une robe blanche sans mettre de culotte. Détail qui prendra toute son importance ensuite. Dans la voiture, on assiste à un dialogue à trois, tout en sous-entendu. Cette relation triangulaire est une volonté du scénariste qui a déclaré « S'il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de film ». D'après lui, cela crée une relation conflictuelle essentielle à la tension dramatique. Et il a raison. Cela donne un surcroît d'énergie aux scènes. Nous avons aussi le triangle que forment Catherine, Roxy et Nick et celui de Nick, sa maîtresse, Psy et Catherine. Dans cette scène, réellement tournée sur la route, sans fond vert, Verhoeven et son directeur de la photo ont trimé pour obtenir ce plan simple en apparence où le soleil vient comme par magie éclairer le visage de Sharon Stone. La lumière joue également un rôle essentiel dans la salle d'interrogatoire, pour le coup pas très réaliste, éclairée par en dessous, ce qui met en valeur Sharon Stone, installée comme sur une scène face aux policiers. Son public, elle joue avec eux, les provoque, les déstabilise, elle prend le pouvoir. Nick en fait principalement les frais. Il subira d'ailleurs un peu plus tard dans le film un interrogatoire similaire où il tentera d'imiter Catherine Tramell sans la même maestria. Il faut dire qu'il ne possède pas les mêmes arguments. En un décroisement de jambes, Sharon Stone va affoler la terre entière. Deux plans et non un seul, comme on le dit parfois, dont un très rapproché, dévoile son entrejambe dénudée. Et on voit absolument tout. Plus rien ne sera jamais pareil pour Sharon Stone après cette scène qui la poursuivra toute sa vie. Sur l'instant, elle ne se doute rien. Certes, Verhoeven lui a demandé de retirer son string blanc que l'on voyait à cause de la lumière, mais il lui a assuré que l'ombre dissimulerait son intimité. Après le tournage de la scène, d'ailleurs, Sharon Stone la visionne sur le moniteur et ne voit effectivement rien du tout. Lors de la première projection privée avant la sortie du film, Sharon Stone, en compagnie d'autres personnes, découvre effarée les plans en question. Dans un premier temps, sidérée, elle ne sait plus où se mettre. Quand elle reprend ses esprits, consciente de l'impact que ces images pourraient avoir sur sa carrière et sa vie, elle file dans la cabine de projection où se trouve Verhoeven avec son monteur. Elle se jette sur le réalisateur et le gifle. Furieuse, elle demande que les plans en question soient retirés. Évidemment, Verhoeven refuse. Le monteur dit alors à Sharon Stone « Cette scène fera de toi une star ». Malgré sa réaction initiale, l'actrice finira par donner son accord pour que ces plans figurent dans le film. Par la suite, elle dira qu'au moment du tournage, Verhoeven pensait vraiment que l'on ne verrait rien de son intimité à l'écran et qu'il n'y avait aucune manipulation, rien d'intentionnel. En commentant le film en Blu-ray, le réalisateur, quant à lui, dira à son directeur de la photo ne même pas se souvenir s'il était présent au moment des plans en question. Le connaissant, c'est très surprenant, ou certainement de l'ironie. Verhoeven a d'ailleurs donné une toute autre version de cette histoire, affirmant que Sharon Stone était parfaitement au courant et qu'elle lui avait offert son string après l'avoir enlevé. Difficile de s'y retrouver dans cette histoire, mais laissons le mot de la fin à la principale intéressée. Même si Sharon Stone dit aujourd'hui que Verhoeven a été un réalisateur intelligent et délicat, elle considère qu'il ne s'est pas comporté de manière respectueuse avec elle au sujet de cette scène et qu'il n'aurait pas agi de même si un bout du pénis de Michael Douglas avait été visible à l'écran. Tout cela n'empêchera pas Sharon Stone de rejouer cette scène avec beaucoup d'humour et de classe, mais sans dévoiler son intimité, en 2019 face au public sur la scène où le magazine GQ lui a remis le prix de la femme de l'année. Quant aux circonstances du tournage, chacun de se forger son avis, ou pas. De toute façon, les plans en question ne seront pas visibles dans la version censurée sortie en salle aux États-Unis et ça n'empêchera pas Sharon Stone d'y devenir une grande star grâce à son jeu d'actrice exceptionnel dans ce rôle devenu iconique qui inspirera d'ailleurs entre autres la jeune actrice Lily Rose Depp pour la récente série The Idol, a priori très haute, mais pas aussi haute quand même que ce qui va suivre dans cette vidéo. La scène de sexe tant attendue entre Sharon Stone et Michael Douglas intervient à un peu plus de la moitié du film. Avant ça, tu assistes à une montée du désir progressive. Catherine Tramell souffle le chaud et le froid. Elle est très attirante, mais son attitude peut se révéler glaciale. La photographie de Jan de Bont est d'ailleurs au diapason, tour à tour chaude et froide, parfois dans le même plan. Cela conduit Nick à une frustration
ni du désir pour Catherine qu'il ne peut en principe assouvir car c'est la suspecte numéro 1 et surtout parce qu'elle se dérobe à lui, comme dans cette scène après l'interrogatoire quand il la raccompagne en voiture. Cette frustration s'exprime ensuite au bar, rendez-vous des policiers, où il y a une altercation avec un autre flic, puis se poursuit avec Elizabeth Garner, interprétée par Jane Triplehorn, sa psy, tendance Jung plutôt que Freud puisqu'elle couche avec son patient. Il l'emmène chez lui, la scène se passe en studio comme 80% du film, mais ça ne se remarque pas car en arrière-plan on voit un cours de danse. D'une manière générale, Verhoeven se débrouille pour que son film ne sente pas le tournage en studio. Il filme en contre-plongée ses acteurs et montre les plafonds. Il a donc dû faire construire, ce qui offre également l'avantage de donner la sensation que quelque chose pèse sur les personnages. Comme il ne dispose pas d'un budget illimité, il doit faire preuve d'astuce, par exemple avec les scènes d'ascenseur. En fait, il n'y a pas d'ascenseur, juste un réduit où il place les acteurs, fait bouger la caméra pour simuler le mouvement, et quand la porte s'ouvre, le décor a été changé et des figurants se sont précipités afin de faire croire qu'il s'agit d'un étage différent. L'art du cinéma, c'est celui de l'illusion, cher à Orson Welles, dont Verhoeven s'inspire dans son film, pas seulement pour les plafonds, mais également pour les plans séquences. En se référant à la soif du mal, avec donc très peu de montage, cela donne la sensation que la scène se déroule sous tes yeux et lui procure une énergie qui la dynamise, mais sans cet effet de caméra porté souvent insupportable. Ici, l'image reste stable. Après la scène de sexe avec Nick, Elisabeth, sa partenaire, lui dit « Tu n'as pas fait l'amour ». Non, il n'a pas fait l'amour, il a exprimé violemment sa frustration. Durant l'acte, il a peut-être même pensé à Catherine. Enfin, nous, on le pense grâce au talent de Verhoeven et de ses acteurs. Cette scène te met mal à l'aise, c'est volontaire. Mais Nick n'en a pas fini avec la frustration qui trouve son point culminant dans une scène d'action avec la poursuite en voiture. Il entreprend une filature de Catherine qui, pourtant censée être innocente, entreprend sans raison objective de le semer. C'est véritablement Michael Douglas qui conduit le véhicule et prend d'énormes risques dans cette scène. Mais pas autant que dans la fameuse scène de sexe. Avant d'y arriver, il y aura encore la frustration avec ce baiser avorté entre elle et lui qui se concrétise entre elle et elle. Tu vas enfin pouvoir passer à l'étape de la séduction qui se déroule dans une boîte de nuit avec une scène de danse. Dans cette scène, les lumières sont programmées par ordinateur pour suivre les acteurs. Aucun mot n'est prononcé. Tout est dans les mouvements, le visage et le regard des trois protagonistes. Et bien entendu, dans la mise en scène, c'est du pur cinéma. Les choses sérieuses vont pouvoir ensuite commencer avec la scène de sexe tant attendue entre Michael Douglas et Sharon Stone, pour laquelle les deux acteurs se sont totalement livrés, sans doublure, et qui dure 5 minutes, ce qui est très long, et pourrait devenir même gênant. Il n'en est rien, car au tout début du film, dans la continuité du générique, tu as eu droit à une scène de sexe similaire, parfois au plan près, et qui se termine très mal pour le protagoniste masculin, tué de manière brutale et sauvage, à tel point que certains plans seront même censurés aux États-Unis. Dans cette première scène de sexe, on n'a pas vu le visage de la meurtrière, mais tout porte à croire qu'il s'agit de Catherine Tramell. C'est d'ailleurs Sharon Stone qui la joue et elle en a été dégoûtée, car Verhoeven l'aspergeait de sang pendant qu'elle chevauchait le type avec lequel elle n'avait guère d'atome crochu et qui, à en croire le réalisateur, était un acteur d'une autre branche de l'industrie audiovisuelle, autrement dit sans doute un acteur porno. Le réalisateur François Truffaut, grand spécialiste d'Hitchcock, disait que ce dernier filmait les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Dans la première scène du film, Verhoeven a fait les deux en même temps. Dans cette deuxième scène de sexe jumelle, tu crains donc que ça se termine mal également pour Nick Turhan, car Catherine Tramell suit le même rituel que dans celle au début du film, avec la musique inquiétante de Jerry Goldsmith, identique, qui a si bien simulé le coït et la jouissance fatale. Quand la scène de sexe entre Nick et Catherine se déroule sous tes yeux, tu assistes donc à une scène de suspense. Nick va-t-il se faire zigouiller? Tu es impliqué, tu n'es pas voyeur, mais aux côtés des acteurs, comme le directeur de la photographie, Yann Debande, seul avec eux sur le plateau et qui leur donne des indications. Toute la scène a d'ailleurs été storyboardée minutieusement, comme tu peux le découvrir sur ces images, et les acteurs n'ont rien improvisé, ce qui ne transparaît pas du tout à l'écran. Le tournage durera quand même près d'une semaine. Pas facile, le métier d'acteur. Une partie de cette scène sera également censurée aux États-Unis, en particulier le passage où Michael Douglas prodigue des caresses buccales à Sharon Stone. Simulé, bien entendu, mais très bien simulé, on y croit. D'une manière générale, Verhoeven a bien résisté à la censure, empêchant que son film soit défiguré,
et il s'oppose même aux fameuses projections test pour éviter de se conformer aux habits du public. Il a dû également résister aux pressions du lobby LGBT qui s'insurge contre le film avant même le tournage sur la foi de rumeurs au motif que le script donne une image négative des homosexuels. Des manifestations auront même lieu sur le tournage. Des féministes, quant à elles, s'insurgeront évidemment de l'image de la femme qui est donnée dans le film, mais l'une d'elles, la très controversée Camille Paglia, dira en revanche que Catherine Tramell est l'héroïne post-féminine par excellence et qu'elle voit en Basic Instinct un film dans la lignée des grands films européens dans lesquels la femme possède mystique et glamour qu'elle a tant perdu dans Hollywood actuel. Excellente conclusion pour cette partie de la vidéo qui n'en dévoilera pas davantage sur le reste du film, qui réserve encore bien des surprises et continue à être ambigu, y compris à la toute fin. Alors la fin du film est ambiguë à tel point que les enquêtes menées après le succès du film montrent que beaucoup de gens sont allés le voir une deuxième, voire une troisième fois, car ils n'étaient pas d'accord sur l'identité de la personne qui tue. Joe Esteras, le scénariste, dit même que les gens qui le reconnaissaient dans la rue lui demandaient « C'est Catherine qui tue, hein ?» ou bien « Elle a jamais vraiment tué personne, hein ?» Ce à quoi il répondait invariablement « Retournez voir le film, faites très attention, il y a un indice un peu avant la fin qui devrait vous donner la réponse. Si vous ne voyez toujours pas, retournez-y encore. » Évidemment, le pourcentage qu'il touchait sur chaque entrée motivait sans doute un peu sa réponse. Le film est un des plus gros succès de l'année et rapporte, hors vidéo, 353 millions de dollars, soit avec l'inflation plus du double aujourd'hui. En France, il totalise 4,7 millions d'entrées. Pour un film interdit aux moins de 16 ans, c'est une performance. Dans les salles, c'est parfois du délire. Macha, qui l'a vu à l'époque en salle, témoigne. La première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. J'étais jeune et naïve à l'époque. J'étais surtout fan de Michael Douglas. J'avais vu La poursuite du diamant vert et Diamant du Nil et je voulais absolument voir ce film. Et je l'ai vu le jour de la fête du cinéma. C'était donc il y avait beaucoup de monde et j'avais pas remarqué que le public était plutôt masculin. Et surtout, je l'ai vu Place Clichy à Paris, qui est réputé pour être un quartier chaud de Paris. Donc c'était déjà une ambiance assez haute. Dès la première scène, c'est une scène de sexe vraiment haute. Tu en prends plein la vue. Et dans la salle qui était déjà chauffée par l'attente et puis par la chaleur, les gars, ils étaient excités, quoi. Tu les entendais gémir, pousser des petits cris, genre c'est bon, vas-y, oh oui. C'était vraiment chaud, quoi. Et puis, ils poussaient ces genres de cris jusqu'au meurtre. Et là, tu entendais, oh la salope! Je te dis pas l'ambiance. J'étais avec ma copine, j'étais franchement pas rassurée, hein. On se demandait si on allait rester. Oui, j'étais captivée par le film. Bon, il n'y avait pas que moi, hein, dans la salle aussi. Quand Sharon Stone apparaît nue, c'était l'excitation totale dans la salle. Et Sharon Stone, elle est impressionnante, elle est fascinante. La fameuse scène de l'interrogatoire, c'était le summum de l'excitation. Tu voyais Sharon Stone dans une posture comme ça, de dominatrice, elle joue de sa sensualité. Pas que de sa sensualité, elle jouait aussi beaucoup avec les mots. Et puis quand elle dit, comme ça, avec sa voix, j'aime les hommes qui me donnent du plaisir. Alors là, dans la salle, c'était du délire, un vrai délire, quoi. Et puis, au moment où elle décroise ses jambes pour les recroiser, où ça laissait supposer voir un peu son intimité, là, c'était l'excitation totale. T'avais des hurlements, t'avais les gars, ils criaient, ils applaudissaient, ils tapaient du pied. C'était horrible. Vraiment très, très, très chaud. Ce film, il m'a vraiment marqué, il m'a peut-être influencé aussi. J'étais allée le voir pour Michael Douglas et j'en suis ressortie avec Sharon Stone. Je l'ai revu plusieurs fois, hein, ce film de mon canapé. Ce n'est pas la même ambiance, mais je suis toujours fascinée par Sharon Stone. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle m'inspire, mais peut-être un peu quand même. Sharon Stone dit d'ailleurs la même chose. Le jour de la sortie, en compagnie de sa meilleure amie, déguisées toutes les deux, elles vont en voiture voir le film à New York et passent de salle en salle dans différents quartiers, en commençant par Harlem. Dans les cinémas, l'ambiance est incroyable.
Les gens devenaient fous, raconte-t-elle. Ils criaient, applaudissaient, encourageaient. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle boit le champagne avec son ami pour célébrer ce triomphe annoncé. Sa carrière est enfin lancée. Le lendemain, les critiques paraissent et disent que le film est merdique, voué à l'échec. Réaction des deux copines, elles en pleurent de rire. Ce qui fait dire aujourd'hui à Sharon, avant tout, ne jamais croire les critiques parce que ce sont des gens qui ne paient pas leurs billets. Dans la foulée de cette déclaration, elle joint le geste à la parole et pas besoin d'avoir étudié la langue des signes pour comprendre le message qu'elle adresse aux critiques. Sacrée Sharon. Elle n'aura pas tout à fait la carrière qu'elle mérite après le coup d'éclat de Basic Instinct, mais tournera quand même un autre chef-d'œuvre mémorable, Casino de Martin Scorsese, où elle est juste sublime. Quant à Paul Verhoeven, à 85 ans, il est toujours aussi en forme et ne s'est pas assagi malgré les attaques dont il fait régulièrement l'objet. Son intégrité artistique le conduira à refuser un pactole pour diriger la suite de Basic Instinct, à laquelle il ne croit pas du tout. Il a eu raison. Le temps a fait son œuvre aussi pour Basic Instinct. Si quelques esprits grincheux, wokisés à mort, ressassent encore l'épisode de la culotte et se seraient tentés de cancéliser le film comme cela a été fait pour d'autres œuvres, force est de reconnaître que de nos jours, en cette période de numérisation et de normalisation forcenée, Basic Instinct possède toujours un pouvoir de fascination, de subversion et des qualités cinématographiques encore plus évidentes aujourd'hui qui lui permettent d'être vu et surtout revu avec un plaisir encore accru. Laissons le mot de la fin à Sharon Stone, sans laquelle le film ne serait pas ce qu'il est. You were right. It was the fuck of the century. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la faire tourner, à la commenter et surtout abonne-toi.